Soyez tous et toutes les bienvenus. Nous avons beaucoup de contenu aujourd'hui à partager avec vous. Donc, nous allons faire suivre cela d'une manière systématique. Nous ne pourrons pas rentrer dans tous les détails concernant certains des aspects ou les contextes différents, mais nous vous encourageons à contacter les membres de vos équipes pays. Nous avons des personnes vraiment qui sont là pour vous, pour répondre à vos questions. Et puis, vous allez le voir sur les slides, mais nous allons organiser d'autres sessions focalisées sur des questions spécifiques. Avant de passer en revue les différentes approches, j'aimerais présenter quelques concepts généraux concernant la demande de financement pour la période d'allocation 2023-2025. Ma collègue Philippa va vous présenter les différentes annexes qui sont les mêmes pour la reconduction du programme et pour l'examen complet pour les différentes approches. Nous allons voir donc ces annexes et puis on va vous présenter également des annexes supplémentaires qui sont présentées seulement dans des cas spécifiques. Et ensuite, je vais présenter le formulaire de demande des examens complets et de la reconduction du programme. Ensuite, Philippa vous parlera également du formulaire de demande pour la reconduction du programme. Et puis, nos collègues du secrétariat répondront à vos questions. Mais s'il y a des questions qui vont au-delà, qui sont plus importantes, on va les prendre à la fin. Des questions que nous voulons qui soient traduites dans toutes les langues. Alors, à mode de rappel, il y a 5 différentes approches d'application, de demande pour cette période d'allocation. Il s'agit du même type d'application ou de demande que nous avions dans le dernier cycle. La session d'aujourd'hui va se concentrer sur les approches, les démarches d'examen complet et les reconductions des programmes. Les autres seront traités dans d'autres webinaires. Vous allez voir, vous voyez déjà les dates sur l'écran. Alors, nous avons les CCM, c'est les mécanismes de coordination pays, ou les ICN en français. Ils doivent utiliser des démarches de demande spécifiques. Ces démarches de demande sont communiquées sur la lettre qui a été envoyée en décembre, qui va être envoyée en décembre. Alors, pour cette période d'allocation, nous parlons d'une manière provisoire parce que tout n'a pas encore été approuvé. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur les pays à fort impact et essentiels. Certains de ces pays ont des programmes robustes et on leur invite à utiliser cette démarche de demande dans leur NSP plutôt que de répéter toutes les informations dans leur narration ou récit. Nous utilisons beaucoup d'acronymes, j'essaie de ne pas tous les utiliser, mais les NSP, c'est les plans stratégiques nationaux, c'est l'un de ces acronymes, d'accord? NSP. Alors, si un pays utilise tout l'examen complet ou l'approche de reconduction du programme, s'ils l'ont utilisé ceci dans le dernier cycle, eh bien, ils ne devront pas vraiment changer tout leur programme. Peut-être ils seront invités à utiliser la démarche de reconduction du programme. De nouveau, le secrétariat est celui qui prend la décision sur quelle est la démarche recommandée aux candidats. Et ces démarches sont indiquées sur les lettres de requête. Et une fois que ceci sera approuvé, on va pouvoir vous donner davantage de détails. En fait, ces détails sont inclus dans le manuel des candidats. Alors ici, nous vous montrons les différents portefeuilles, ceux qui sont admissibles pour les démarches d'examen complet et de reconduction du programme. Voici donc pour le dernier cycle, le cycle d'allocation 2020-2022. Et puisque la catégorisation est liée aux montants finaux alloués, cette liste ne pourra pas être finalisée jusqu'à ce que les allocations seront finalisées pour la prochaine période. Et lorsque la catégorisation sera approuvée, elle sera indiquée dans le manuel et vous allez voir comment accéder à cela. Alors, avant de rentrer dans tous les détails des annexes des formulaires de demande, nous voulions vous indiquer que la présentation de ces matériels a commencé déjà. Nous avons reçu environ 98% des de réponses et
Ici, vous avez certaines des réponses. Alors, nous vous avons demandé votre avis et nous voulions vous dire que nous vous avons écouté. Nous savons que ceci exige beaucoup de travail. Nous avons fait de notre mieux pour simplifier les choses là où ceci est possible. Nous sommes beaucoup concentrés sur votre retour, vos commentaires, et donc nous avons une nouvelle stratégie qui est très ambitieuse et qui a demandé de notre part quelques modifications. Nous savons qu'il y a de grandes attentes de la part des partenariats, mais nous partons d'une bonne base et nous avons déjà une bonne expérience, comme vous nous l'avez déjà confirmé. Vous avez pu voir déjà, vous avez peut-être vu cette représentation visuelle dans le passé, mais nous aimerions maintenant vous montrer cette stratégie d'une différente manière. Nous introduisons certaines icônes, comme vous les voyez sur l'écran, et vous allez les revoir dans notre présentation. Nous espérons que ceci vous permettra de mieux comprendre comment ces demandes sont mieux liées à toute la démarche. Alors, nous avons consacré une session sur la stratégie concernant ces objectifs globaux. Vous pourrez y avoir accès parce que c'est une session qui a déjà été enregistrée dans le passé. Et donc, si vous êtes enregistré à cette session avant 18 heures hier soir, heure Genève, vous aurez dû déjà recevoir ces diapositives, mais sinon, vous pouvez les recevoir demain ou après-demain, y avoir accès sur Island. Dans la session d'aujourd'hui, nous voulons illustrer comment les attentes concernant le partenariat ont été matérialisées dans ce prochain cycle. Nous tenons donc à montrer comment la stratégie est liée aux annexes et aux formulaires. Finalement, avant de passer la parole à Philippa, j'aimerais parler des dialogues pays. Les dialogues pays sont une partie essentielle de la démarche de demande de financement. Bien sûr, dans toute la démarche, ces dialogues sont très intenses et ces dialogues se produisent au début de chaque cycle de financement. Et au niveau élevé, dans ces dialogues participent les principales parties prenantes, des parties prenantes de haut niveau, les personnes touchées par ces trois maladies. Voilà, donc c'est des dialogues focalisés sur comment mettre fin à ces maladies. Et c'est des sessions qui sont organisées par les instances ICN, plutôt que par le Fonds mondial. Et voilà, il y a beaucoup de parties prenantes qui sont impliquées. Et ces dialogues sont un principe très important. Dans le cadre de ces dialogues, nous passons en revue ce qui marche, ce qui ne marche pas, ce qui est approprié pour chaque groupe, et puis nous assurons que nos programmes et leur mise à jour sont améliorés. Nous avons ici des changements stratégiques qui, d'après nous, nous permettront d'augmenter l'impact de nos programmes. Nous avons considéré ceci au vu des contextes changeants de chaque pays. Et c'est ce que nous aimons passer en revue dans chaque dialogue au pays. À droite de cette diapositive, nous voyons les résultats attendus de la phase de demande de financement. Certains de ces outputs, de ces produits, dépendent des dialogues au pays, mais ils ne sont pas nécessairement discutés dans ces dialogues. Par exemple, la répartition des programmes, qui est de la responsabilité de l'ICN, mais c'est une décision prise par l'ICN qui doit être informée et basée sur les priorités mises en avant pendant ces dialogues au pays. Et comme vous pouvez le voir, notre produit ou output et donc les annexes et les formulaires de demande de financement. Certains de ces formulaires doivent être complétés bien à l'avance pour nous assurer que ceci est traité dans le cadre des dialogues. Nous avons également une formation concernant les attentes des dialogues pays. Nous avons déjà tenu cette session de formation qui a été enregistrée. Nous vous recommandons de la regarder, de regarder cette session enregistrée. Et voilà, sur cela, je passe la parole à Philippa. Merci, David. Oui, sur la diapositive suivante, vous pouvez voir les annexes requis pour les demandes d'examen complet de reconduction du programme. Ici, nous allons voir comment la stratégie du Fonds mondial est reflétée dans ces annexes. Et puis, le contenu de ces documents
sera utilisé justement dans vos réponses dans les formulaires. Les annexes sont un outil très important pour améliorer la qualité des dialogues au pays. En rose, en haut, nous avons les annexes que vous connaissez déjà, qui ont déjà été donc actualisées pour ce cycle. En orange, au milieu, vous avez les annexes qui sont nouveaux et vous avez déjà reçu des actualisations importantes, significatives. Et finalement, en bleu, tout en bas, nous avons les annexes qui ont besoin de références de compilation. Je vais parler brièvement de chacun de ces annexes, mais nous recommandons de bien vouloir examiner les instructions pour chacune de ces ressources et puis contacter l'équipe, votre équipe pays si vous avez d'autres questions. Et puis aussi, comme David l'a déjà dit, regardez des enregistrements passés ou des enregistrements des sessions futures. Alors, tout d'abord, nous avons le cadre de performance qui offre, qui fournit les indicateurs sur l'impact, le résultat et la couverture. Le plan de travail mesure lorsque les indicateurs de couverture ne sont pas possibles. Ici, nous avons les noms des populations qui sont rajoutés dans les modules d'intervention. Par exemple, pour la tuberculose, il y a donc des programmes pour la population touchée par la tuberculose. Nous avons des interventions pour les personnes qui sont en prison, pour les migrants, les réfugiés, les mineurs, entre autres. D'autres améliorations concernant ce cadre de performance concernent les indicateurs inverses et nous allons décliner les targets sur le temps. Nous tiendrons un webinaire dédié à cette question en janvier et un e-learning programme aussi. Alors, lié à ce cadre de performance, nous avons le budget détaillé qui montre les coûts de ce qui a été priorisé pour le financement. Ici, vous voyez que les budgets sont maintenant, doivent être indiqués par an au lieu de par trimestre. Le budget et le cadre de performance sont générés de manière personnalisée, adaptée par les équipes pays de chaque pays. Et nous considérons également l'organisation d'une session dédiée en janvier et d'une session e-learning. Ensuite, nous avons donc ces demandes hiérarchisées en dehors de l'allocation. Et donc, en fait, ici, c'est pour des modules spécifiques, des interventions que les candidats mettent en œuvre s'il y avait des fonds supplémentaires. Donc, d'abord, il y a un module en priorité qui sont inclus dans le PAR et qui sont évalués donc par le comité d'examen technique et ensuite, et ça pourrait être enregistré donc pour cette demande supplémentaire. Et donc, ces modules et ces interventions peuvent être intégrés dans la subvention lorsqu'il y a des économies ou des efficacités qui sont mises en place. Ensuite, c'est un petit peu comme le cadre de performance et le budget. Et ce modèle est envoyé par l'équipe pays, envoyé au candidat. Alors, il est important que les modules les plus essentiels, les interventions les plus essentielles soient inclus dans les demandes de financement principales. Donc, il y a des attaches, des annexes, et donc il faut qu'il y ait au moins une annexe, au moins un sujet, et on peut seulement soumettre un PAR pendant la mise en œuvre avec l'accord du Fonds mondial. Donc, une mise à jour, ça peut être défini par des changements significatifs dans le contexte du pays ou quand il y a une attente réaliste et que, par exemple, il y aura des fonds supplémentaires disponibles. Et donc, pour les circonstances de ces PAR, nous disons qu'il faut vraiment regarder les éléments à inclure dans cette demande avant de soumettre cette demande de financement supplémentaire. Ensuite, nous avons les tableaux d'écart programmatiques avec des objectifs nationaux, les programmes qui doivent être financés pour combler les écarts, etc. Et donc, ici, ces tableaux d'écart montrent les changements qui peuvent être atteints, donc, et les objectifs atteints par les différentes contributions des pays. Ensuite, on a des modules sélectifs qui sont clés pour avoir un impact. On a différents objectifs clairs qui sont très utiles lorsqu'on doit hiérarchiser ce qui doit être couvert par l'allocation. Et donc, ce qui est nouveau pour ce cycle, c'est que maintenant nous avons des tableaux d'écart pour les 3 maladies
et pour la SRPS. Et ces tableaux sont alignés avec le nouveau cadre modulaire et le manuel, ça veut dire qu'il y a des nouveaux tableaux, par exemple, pour les traitements du paludisme sévère et aussi il y en a d'autres qui ont été enlevés, par exemple, sur la circoncision. Alors ensuite, il y a le tableau de paysage de financement qui était aussi amélioré pour ce cycle. Cela illustre donc le financement total dont on a besoin pour tout le programme dans le pays, soit par des ressources, nationales, par des bailleurs de fonds externes, hein, et par le Fonds mondial. Voilà, et donc ce paysage de financement permet aux, candidats d'avoir une bonne idée de l'argent nécessaire pour financer les programmes et c'est plus facile aussi de voir des tendances, sur, nos, financements. C'est important, notamment, s'il s'agit de soutenir les populations les plus vulnérables et cela inclut aussi une nouvelle page, de produits, santé, donc qui se concentre sur ces produits sanitaires, avec les années supplémentaires de dépenses pour aussi, bénéficier de financement. Alors ensuite, nous avons, le, tableau de gestion des produits de santé qui montre tous les produits de santé et technologies de santé qui sont financés par le Fonds mondial et pour cette annexe, c'est seulement pour les candidats qui demandent des financements, donc c'est des produits de santé ou, des coûts de gestion associés et cela s'applique donc, pour la plupart des portefeuilles essentiels à fort impact. Maintenant, nous passons donc aux nouvelles annexes ou qui, en tout cas, ont été largement mises à jour et donc nous commençons par cette annexe des priorités des, lacunes sur la SRPS et donc on a toutes les, communautés, les systèmes de communautaires qui sont inclus sur comment faire face à ces lacunes, donc de systèmes de résistance, et terrains de santé et donc nous voulons aussi analyser ces systèmes et voir qu'il y a une priorité surtout les 3 maladies et donc pareil, encore un modèle, un template avec, ces 3 maladies. Donc nous avons une approche délibérée dès le départ pour concevoir des investissements à cette étape qui sont importants pour ce cycle d'allocation, étant donné l'impact de la pandémie sur la santé et les systèmes économiques. Donc, nous avons, cette annexe de priorité et de lacunes, SRPS avec 3 sections. D'abord, l'analyse des priorités SRPS dont, par exemple, les menaces dans la communauté, les lacunes pour les candidats. Donc il faut identifier les 3 grandes priorités à cette étape et aussi expliquer comment investir dans ces domaines peut aider donc à combler les lacunes, notamment donc pour la tuberculose, le VIH et le paludisme. Et donc aussi, nous avons un processus de hiérarchisation sur la base de l'analyse précédente. Les candidats doivent expliquer l'approche qui a été utilisée par le programme santé, donc qui a été, discutée, de manière collaborative pour aider donc les systèmes communautaires. Et aussi, il faut résumer pourquoi, il y a eu une hiérarchisation sur, telle ou telle, demande et l'expliquer donc, pour le financement et pourquoi et comment elles ont été, articulées ces priorités dans les politiques nationales et les stratégies nationales. Ensuite, 3e section, c'est l'analyse, des cas de financement, des déficits de financement et donc ici, on regarde les coûts principaux, les moteurs de coûts et nous avons eu donc cette, séance mentionnée par David qui est, disponible sur eLearn et en ligne. Donc si vous pouvez l'écouter encore si vous n'avez pas pu assister à cette séance. Je dirais aussi qu'il est recommandé de remplir les annexes très tôt dans le processus de consultation pays, idéalement avant ou pendant les premières discussions de répartition, donc sur ces maladies. Les candidats doivent inclure les mêmes annexes SRPS pour chaque, demande et ça doit être mis à jour s'il y a des dépôts donc, de financement supplémentaire et ici, on voudrait que vous référiez aux recommandations techniques. Si c'est possible, il faut soumettre ces demandes de financement toutes ensemble, idéalement donc, la première fois et dans le meilleur des cas, donc avoir au moins toutes les composantes, qui sont, incluses en même temps. Alors, quels sont les tableaux de données essentiels? Eh bien,
Ils fournissent des données clés sur le pays et le contexte épidémiologique. Les candidats doivent valider différentes sections, remplir les données et fournir d'autres informations telles qu'il est indiqué ici. Ce n'est pas une nouvelle annexe, mais elle a été mise à jour grandement. Ce qui est nouveau, c'est que ces tableaux maintenant incluent de nouveaux onglets où les candidats doivent remplir des informations. Ces onglets, c'est pour établir les essentiels du programme pour la tuberculose, le VIH. Et donc, quels sont ces essentiels de programme, ces fondamentaux de programme? Eh bien, ce sont des interventions et des approches qui sont basées sur des preuves et qui sont clés pour faire face donc aux objectifs ambitieux des plans mondiaux. Donc, par exemple, dans ces approches critiques, il y a toutes les explications donc des interventions SRPS financées par le Fonds mondial. Ces recommandations et ces meilleures pratiques doivent être de plus en plus adoptées par les pays. C'est l'idée. Donc, par exemple, on a besoin pour le VIH et la tuberculose des données, mais pour toutes les autres maladies, ils demandent aux candidats dans les forums de décrire là où il n'y a pas, de fondamentaux, pour cette maladie, qu'est-ce qu'il veut faire pour y aller. Donc dans la présentation d'aujourd'hui, on vous montrera cela plus en détail. Aussi, je voudrais dire que les, essentiels, les fondamentaux programmes et les approches, critiques sont aussi décrites dans les documents. Ensuite, nous avons 2 autres annexes supplémentaires, donc les, demande de financement hiérarchisé de la société civile et des communautés et le discours de consultation pays. Donc, comme l'a dit David, l'idée, c'est d'avoir les personnes, les communautés au cœur de notre stratégie pour vraiment pouvoir écouter leur voix et pour ce faire, eh bien, il faut qu'on ait, donc, le fait que les sociétés civiles et les groupes, de personnes se rassemblent et proposent donc, des suggestions sur les investissements les plus essentiels, vis-à-vis des CCM qui auraient de plus grands impacts de leurs perspectives et nous demandons cela pour 3 raisons. D'abord, c'est un exercice important pour la société civile, les groupes communautaires, de parler de leurs priorités. Ensuite, c'est aussi une contribution très importante pour la CCM, au moment où ils pensent aux demandes de financement et troisièmement, cela fournit aussi une perspective au Fonds mondial sur comment ces besoins correspondent aux montants demandés, la location, le PAR et voir comment ces, besoins sont reflétés aussi dans les subventions elles-mêmes. Nous pensons donc que ce sera un exercice utile donc pour, le partenariat, du Fonds mondial pour le prochain cycle. Nous avons aussi donc, ce, discours de consultation pays, donc décrire en fait comment les consultations pays ont eu lieu donc à la phase de demande de financement donc, on veut avoir une preuve d'inclusivité et ça doit être regardé, mais c'est pas forcément fourni, mais seulement si c'est demandé par le secrétariat. Donc vous voyez sur cette, diapo qu'il y a des couleurs qui ont changé, donc maintenant nous parlons d'annexes qui ont surtout besoin de compilation, de rassemblement, donc on parle aussi ici du plan stratégique nationaux. Vous savez donc que ce module ici met l'accent sur ce processus pays, donc le développement de stratégies nationales et de plans nationaux robustes, résilients, donc un peu donc des stratégies nationales de santé et donc nous démontrons ici que l'appropriation, des pays sur les programmes est bien là, c'est essentiel et nous spécifions donc, les plans stratégiques nationaux, mais il y a aussi d'autres documents qui ont été adoptés par des pays qui doivent aussi être pris en compte. Ensuite, nous avons, d'autres documentations de cofinancement supplémentaires. Donc, par exemple, le cofinancement déjà, inclus donc, dans, ces modèles. Donc, il y a aussi, toute la, narration sur le cofinancement et nous avons les tableaux de paysage de financement et les lettres d'engagement qui ont déjà été, soumises avant la soumission, donc de demande de financement
et au moins, au plus tard, donc mon approbation de la subvention. Donc on peut avoir, évidemment, un rapport de dépenses ou des détails sur des interventions spécifiques. Et ici, vous voyez qu'il y aura aussi un webinaire qui viendra le 30 novembre et nous vous encourageons à y assister pour en savoir plus sur ce sujet. Ensuite, nous avons donc, l'approbation de l'ISCN, sur les demandes de financement. Donc ici, cela demande que chaque membre approuve donc, cette demande de financement. Donc il s'agit ici de conformité sur, les 6 exigences d'éligibilité de l'ICN. Donc juste un rappel pour dire que le secrétariat du Fonds mondial dépiste les 2 premières exigences, d'éligibilité, donc avec des consultations pays inclusifs et une sélection des récipiendaires ouverte et transparente. Donc, recommandation ici, il est critique que le Fonds mondial ait les bonnes personnes donc de l'ICN qui soient listées et cette liste doit être, complète et mise à jour avant la demande de financement. Ce sont les instances de coordination nationale qui peuvent le faire et aussi les points focaux qui peuvent faire des changements. Par exemple, s'il y a eu de nouvelles élections, en demandant donc un changement, de demande via le portail et ensuite on sait aussi qu'on doit donc avoir cette conformité, et la mise à jour des contacts. Alors maintenant, nous allons regarder les annexes, supplémentaires, seulement pour un certain candidat. Donc ce sont des annexes qui sont seulement pertinentes dans des circonstances spécifiques et aussi en haut et des annexes qui doivent être, déposées si elles sont disponibles. Donc par exemple, sur l'évaluation, d'exploitation sexuelle, d'abus d'harcèlement, risque de harcèlement. Donc j'en parlerai un petit peu plus, juste un peu après. Alors, en ce qui concerne, la durabilité des documentations donc, de soutien de la transition de la durabilité, alors s'il y a, une évaluation de réponse, d'adaptabilité, un plan de travail de transition, ils doivent être inclus. S'ils ne sont pas disponibles, mais la documentation existe et bien, il faut démontrer les efforts vers les réponses donc de durabilité et donc ces documents existent, il faut les inclure et aussi, il faut inclure tout matériel qui, soutient l'effort du gouvernement, qui démontre les efforts du gouvernement pour aller vers la durabilité. Ça peut être au niveau financement, si possible, et cela va dépendre aussi des mécanismes utilisés. En tout cas, il y aura plus d'informations sur cela, heu, encore une fois, dans ce webinaire à venir, le 30 novembre. Ensuite, la carte, donc de mécanisme de mise en œuvre, ce n'est pas nouveau. C'est une organisation entre le fonds, les organisations, les programmes, qui font partie donc de la subvention et c'est demandé à l'étape de demande de financement, si c'est le même récipiendaire ou disons durant, la subvention, si c'est un nouveau récipiendaire. Ensuite, nous avons 2 nouvelles annexes, l'évaluation des droits humains et l'évaluation sur le genre. Ici, nous savons que nous n'allons pas pouvoir, avoir un succès complet contre ces 3 maladies si nous, ne mettons pas en place, donc, des barrières qui contre les violations des droits humains et donc il y a beaucoup déjà de parties prenantes qui ont, travaillé donc sur ces évaluations de droits humains et de genre. Donc si, ces évaluations sont disponibles, veuillez les inclure. L'évaluation de genre, c'est une analyse pour étayer la demande, pour aller vers plus d'objectifs, d'égalité des genres. Il n'y a pas de format requis pour cette évaluation de genre, mais l'inclure, cela permet d'atteindre un score plus élevé dans, le marqueur donc d'égalité des genres que je vais mentionner dans la diapo suivante. Alors, ce marqueur égalité des genres, donc GEM en anglais, Gender Equality Marker, va être évalué sur chaque demande révisée, ici examinée. Ici, il s'agit de motiver, de pister, de faire des rapports sur comment la subvention arrive à faire progresser l'égalité des genres pour, la période d'allocation 2023-2025. Le score, GEM va être donc examiné par le CTEP et aussi, il faut dire que,
accord ne va pas pénaliser les candidats s'il est peu élevé, mais nous aurons des domaines spécifiques qui seront mentionnés et qui seront améliorés par la suite. Enfin, nous avons donc cette évaluation harcèlement, abus et exploitation sexuelle. Donc ça, c'est spécifique au Fonds mondial et notre organisation vraiment est engagée à éviter l'abus sexuel et le harcèlement. Donc pour le prochain cycle, il y aura 10 pays pilotes qui devront envoyer cette évaluation. Donc on verra comment les pays sont sélectionnés, qu'est-ce qu'ils devront fournir et ces détails seront fournis donc dans peu de temps. Mais pour tous les autres pays, il y a déjà un modèle disponible s'ils veulent déjà commencer leur réflexion là-dessus. Là, encore une fois, ce n'est pas une annexe obligatoire, à part pour ces 10 pays pilotes qui vont être identifiés. Maintenant, je vais repasser la parole à David pour donc parler de l'examen complet. Merci. Alors, ici, il y a le formulaire, les instructions. Je voudrais parler des différences. Donc, nous allons parler du formulaire dans quelques instants, mais d'abord, j'aimerais vous parler des consignes et répéter que ces consignes sont essentielles pour bien remplir le formulaire. Comme vous le voyez sur la diapo, la question sur le formulaire est assez simple. Décrivez les défis principaux dans le contexte du pays depuis la dernière demande de financement déposée auprès du Fonds mondial. C'est court, mais pour répondre à la question, eh bien, il faut répondre avec des éléments selon les instructions qui sont montrées ici en rouge, les consignes. Donc, il faut répondre à ces éléments. Donc, à moins que l'on ne parle de ces éléments, eh bien, la réponse à cette question ne sera pas complète. Donc, pour chaque consigne, vous verrez les éléments de réponse qui doivent être présents pour que la réponse soit considérée complète. Et chaque élément inclut différents détails qui doivent aussi être examinés lorsqu'on fait face à ces éléments de réponse. Et donc, faites vraiment attention à ce qui est demandé dans les détails. Donc, tout est expliqué dans les consignes, mais les termes comme décrivez ou indiquez vous demandent, s'il vous plaît, d'inclure des informations détaillées dans la réponse, de référer à des informations, alors que le terme considérer ou donc veuillez réfléchir à, ce sont des domaines sur lesquels il faut se pencher. Par exemple, dans la première question, il y a un élément qui demande l'impact de la COVID-19 et d'autres urgences sur le système sanitaire. Les détails, ça va peut-être être eh bien, peut-être, prenez en compte les changements climatiques. Donc les candidats ont pas besoin, de répondre, avec des impacts, face au changement climatique, mais lorsque on regarde d'autres urgences, peut-être qu'ils n'avaient pas, en lisant ce terme, pensé au changement climatique. Donc considérez, c'est vous encourager dans ce processus, dans une certaine direction. Donc pour cette, séance aujourd'hui, nous allons parler des questions elles-mêmes, pas des éléments et des détails. Mais lorsqu'on se réfère aux éléments et détails, ce sera seulement pour certains domaines sur lesquels nous voulons que vous portions votre attention. Donc ici, il faut vraiment qu'on vous encourage à lire les consignes pour comprendre ce qui est réellement demandé. Donc, avec les consignes ici que vous voyez, c'est pour l'examen complet et c'est la même chose aussi pour la reconduction de programme. Alors, nous commençons avec l'examen complet. La révision complète ou l'examen complet commence avec les fondements, les justifications de ce qui a été demandé et pourquoi dans l'allocation et au-delà de l'allocation, au-delà de la demande d'allocation. Alors, c'est une section qui se concentre sur ce qui est nouveau, ce qui est différent depuis la dernière demande de financement, les leçons qui ont été tirées et les changements qui ont été mis en place résultant des leçons tirées et des changements dans le contexte. Ici, nous avons le tableau de la demande priorisée. Ça, c'est au niveau des interventions. Cela veut dire que tous les différents types d'interventions doivent être représentés ensemble. Par exemple, l'intervention
peut être, par exemple, un programme autour des préservatifs. Et peut-être vous avez donc des programmes pour les travailleurs du sexe, pour les personnes transgenres ou pour les personnes qui consomment des drogues. Et tout ceci doit être montré ensemble comme une seule intervention. Nous reconnaissons que ceci peut avoir un peu l'air différent de comme ceci est présenté dans le cadre de performance ou par rapport au manuel. Mais le fait de l'inclure à ce niveau, au niveau de l'intervention, aide vraiment le comité de révision des demandes dans leurs tâches. Donc, le fait de voir dans un même tableau tout ce qui est demandé ou requis. L'exemple d'une demande dans le cadre des examens complets est en cours de développement et nous pourrons publier ceci dans les semaines à venir. Vous y aurez accès et nous espérons que nous pourrons bien vous montrer comment ces demandes d'intervention dans chaque colonne peuvent être partagées au niveau des interventions. Et nous tenons également à mentionner que en fonction de cet exemple également et de cet examen, nous allons également mettre à jour le formulaire en novembre pour échanger les axes des tableaux. Et nous pensons que ceci facilite la lecture des tableaux. Au lieu d'avoir des colonnes verticales avec les modules, nous avons changé et maintenant les modules sont à l'horizontale et comme ça, la lecture en est facilitée, nous pensons. Ensuite, le paiement pour les résultats. C'est une modalité selon laquelle le Fonds mondial fait des paiements en fonction de la vérification des résultats atteints. Ceci permet l'utilisation flexible des fonds en fonction de différents critères et paramètres. Ceci n'est pas basé sur la gestion des entrants ni le monitoring. Quand les candidats répondent à cette question, ceci doit être considéré au niveau du programme. Donc, toutes les propositions envoyées concernant le paiement d'incitation au niveau du programme ou individuel, ceci doit être discuté dans les arrangements d'implémentation dans la section 3. Si vous voulez utiliser cette modalité, paiement pour résultat, vous devez contacter l'équipe pays. Si vous n'êtes pas intéressé à cette modalité, eh bien, vous pouvez oublier ce tableau et voilà, et ne pas l'utiliser. Question suivante concernant les fondements, la justification des allocations. C'est une justification très importante. Ceci concerne l'approche d'investissement et comment tout ceci a été priorisé. Il peut s'agir des progrès programmatiques moins élevés à cause du COVID. Nous voulons nous assurer que le financement dont vous disposez est utilisé de la meilleure manière possible et nous devons avoir plus d'argent pour la santé, certes, mais nous devons avoir également plus de santé pour l'argent. Et pour cela, ce manuel ou cette explication technique est très importante. Nous voulons nous concentrer sur les évidences, les preuves, les justifications. Peut-être vous pouvez donc utiliser un diagramme pour expliquer vraiment votre pensée derrière le financement que vous avez reçu. Ensuite, nous avons les fondements, les justifications pour les demandes priorisées au-delà des allocations. Là, c'est le focus, c'est le quoi. Ici, vous devez décrire votre approche de haut niveau pour décider si les interventions doivent se concentrer sur les demandes priorisées au-delà des allocations ou sur les allocations, le PAR en anglais. Et comme on peut avoir des financements mixtes, eh bien, vous devez inclure ceci dans cette section. Et si vous êtes intéressé à cela, vous devriez participer à la prochaine session le 30 novembre, parce que nous allons nous concentrer sur ces questions-là précisément. La question sur le contexte. Eh bien, avec cette question, nous voulons vraiment mettre l'accent sur le fait que les changements, c'est ce qui nous importe depuis le dernier cycle d'allocation. C'est-à-dire, nous allons regarder les demandes de financement précédentes pour que les candidats n'aient pas à répéter tout ce qui a déjà été fourni. Là, on va se concentrer sur ce qui a changé, sur les modifications, surtout les changements qui ont pu avoir un impact sur les programmes des maladies ou les communautés. Il peut s'agir de changements positifs ou négatifs. Tous les changements doivent être considérés quand vous allez répondre à cette question. Et puis aussi, les descriptions des contextes ici doivent être beaucoup plus focalisées que dans le passé. Et par rapport à cette demande d'examen complet, eh bien,
vous devez vraiment regarder tous les actes de modification dès que ceci sera publié. Les leçons tirées. Ici, vous devez vous concentrer sur les adaptations, sur les mitigations pour répondre au contexte pays. Et donc, ceci est lié aussi à la question précédente. Les leçons tirées peuvent inclure les leçons tirées de la période d'allocation précédente, mais elles peuvent également inclure des leçons concernant les fonds catalytiques ou le mécanisme de réponse pour la COVID-19. Maintenant, les conditions concernant le focus d'application. Comme rappel, vous devez vous concentrer sur les populations clés et les interventions qui ont eu le plus grand impact dans les différents contextes épidémiologiques. Toutes ces conditions sont décrites dans la note d'orientation spécifique et vous allez également trouver des détails sur la lettre d'allocation. Maintenant, les fonds combiner seulement c'est seulement spécifique pour les parties prenantes qui vont les recevoir. Si vous en recevez pour plusieurs domaines, vous devez répondre à cette question pour chacune des différentes aires ou domaines. Nous voulons nous concentrer sur les impacts les plus importants obtenus et tout ceci pour considérer comment vous allez donc répondre aux besoins. Nous allons nous concentrer sur l'impact de nouveau. Et nous allons également organiser une session spécifique à cette question sur les fonds de contrepartie en décembre. Maintenant, la section numéro 2, la maximalisation de l'impact. Il s'agit d'un alignement stratégique par rapport au cofinancement et à nos objectifs mondiaux. Nous savons que notre stratégie couvre des domaines tellement importants. Mais nous reconnaissons également, nous sommes conscients aussi qu'il est important de ne pas trop disséminer les investissements pour ne pas qu'ils soient trop superficiels. Disons que les investissements ne doivent pas couvrir tous les domaines de la stratégie, mais les programmes gérés par les pays qui sont financés doivent être alignés. Donc, le focus de cette section est mis sur les programmes, non seulement sur les investissements du Fonds mondial. Alors, notre objectif principal est de mettre fin au VIH, la tuberculose et le paludisme. Ceci n'a pas changé. Mais là, la question est de voir comment le design des programmes nous permet d'obtenir le plus grand nombre de résultats par rapport à ces objectifs et puis aussi l'analyse des causes vraiment principales pour mettre fin à ces maladies. Alors, le focus est mis sur le design des programmes et un accent très important est mis sur la rentabilité. Dans le cycle précédent, le comité de révision technique a constaté que souvent, les programmes avancés, mais souvent, les causes des problèmes n'étaient pas considérées suffisamment et c'est pour ça que nous avons changé ceci. Nous allons mettre un plus fort accent sur cela et nous allons également mettre l'accent sur la personnalisation, l'adaptation des programmes. Et pour insister sur ce fait, les démarches des SRPS ne sont pas discutées ici. Maintenant, oui, on va parler des SRPS. Ici, nous avons des composantes qui sont applicables à tous, donc l'intégration, la qualité des services, l'impact sur l'environnement. Et puis, il y a aussi des questions qui sont seulement pour les demandeurs qui demandent certains types d'investissements, comme par exemple le renforcement des systèmes communautaires, les travailleurs communautaires, les données, la chaîne d'approvisionnement ou les systèmes mis en place. Et donc, il y a certaines questions additionnelles qui sont spécifiques, donc considérez ceci minutieusement et assurez-vous avec votre équipe pays si vous devez répondre à ces questions ou pas. Ici, nous avons également la section sur l'impact et nous voulons mettre l'accent sur cela parce que nous savons que ceci fera l'objet de beaucoup d'attention de la part de nos partenariats. Maintenant, concernant l'engagement et le leadership des communautés, comme notre stratégie le souligne clairement, nos communautés doivent être beaucoup plus engagées dans le design, la mise en place et le suivi des programmes que nous soutenons. Cette question est un point de réflexion clé
pour que l'ICN considère comment les communautés les plus touchées peuvent être impliquées dans le développement des programmes et dans la priorisation des interventions. Mais en même temps, il faut considérer comment ces communautés vont continuer à être engagées pendant toute la vie de la subvention et dans l'amélioration continue et le suivi des différents programmes. Maintenant, nous avons l'équité de santé, l'égalité des genres et les droits humains. De manière similaire, les demandeurs ici de financement doivent prouver comment les interventions proposées vont ne pas causer de mal ou vont contribuer à l'amélioration de l'équité de santé, l'égalité des genres et les droits humains, qui sont des objectifs clés de la nouvelle stratégie. Nous reconnaissons que dans beaucoup des cas, les demandeurs de financement ont déjà réalisé les évaluations concernant les droits humains et l'égalité de genre et de santé. Et donc, ils peuvent faire référence à ces évaluations et attacher en fait ces évaluations. Par exemple, les outils d'évaluation concernant les partenariats autour de la tuberculose ou du paludisme, entre autres. Et ici, la justification pour la priorisation est très importante parce que toutes les populations ne peuvent toujours être incluses dans ce type de demande, mais la justification doit vraiment dire de manière explicite quelles sont les populations qui sont priorisées. Alors, nous souhaitons attirer votre attention sur le fait qu'en général, dans la section 2, de manière globale, se concentre sur ces éléments essentiels. Et la question 2.4a sur l'égalité de la santé dit explicitement quelles sont les populations priorisées. Donc, ceci est assez clair dans les instructions, mais maintenant, j'aimerais mettre l'accent sur cela et vous conseille de bien faire attention à cela. Maintenant, les questions sur le développement durable ou la durabilité. Les demandeurs ne doivent pas décrire tous les challenges concernant la durabilité, mais ils doivent plutôt décrire leurs challenges les plus importants et expliquer comment ils travaillent pour les relever avec le support du Fonds mondial si nécessaire. Les demandeurs de financement doivent également expliquer les différents types de durabilité programmatique, stratégique, entre autres. Les plans nationaux sont importants également, vous devez en parler ici. Et puis aussi, les briefs techniques sont aussi importants pour nous pour considérer cette section. Maintenant, concernant le cofinancement. Ces questions se concentrent surtout sur comment et jusqu'à quelle mesure vous avez donc réalisé les engagements de la période précédente et comment vous allez augmenter le financement et le cofinancement domestique pour la réponse nationale et pour les systèmes de santé nationaux pour la prochaine période d'allocation 2023-2025. Et pendant le développement de la demande de financement, il sera important de considérer également les critères de cofinancement et de vous référer aux instructions dans la lettre d'allocation. Même si ceci n'est pas nécessaire jusqu'à plus tard, on encourage les demandeurs également à inclure les lettres d'engagement s'ils sont déjà disponibles. Et nous vous recommandons également de rester en contact étroit avec votre équipe pays dans cette phase. Maintenant, la question sur le financement innovant. C'est une autre question très importante, mais qui ne sera pas applicable à tout le monde. Ici, nous incluons les partenaires de développement et ceci est priorisé dans notre stratégie du Fonds mondial. Nous sommes en train de développer une nouvelle politique qui va nous permettre de pouvoir simplifier ce type de financement innovant. Et il y aura un référencement spécifique pour ces interactions. Et si vous pensez que ceci pourrait être approprié pour le contexte de votre pays, nous vous demandons de bien vouloir consulter à temps votre équipe pays. Et je vous rappelle que nous allons tenir une session le 30 novembre sur cette question également du financement innovant. Maintenant, la préparation aux pandémies. Le focus de ce point est de consolider et renforcer nos capacités de préparation aux pandémies. Ici, nous nous concentrons sur les formulaires. Surtout, c'est un objectif évolutif dans notre stratégie, mais nous voulons également souligner qu'il s'agit d'une partie importante des SRPS. Ceci est donc inclus dans les modules et dans le module de performance.
Peut-être ceci n'a pas été inclus dans les dialogues au pays dans certains contextes, mais ici, nous souhaitons mettre l'accent sur la plus forte implication des différentes communautés. Ceci sera très important dans le cadre des dialogues au pays, nous voulons le souligner. Et nous voulons reconnaître également que la préparation aux pandémies peut être différente aux réponses aux urgences dans certains contextes. Cependant, lorsqu'ils sont planifiés, ces investissements doivent se concentrer sur la préparation et pas tellement sur les investissements en soi. Alors, la dernière section, avant de passer la parole à Philippa, la dernière section concerne la mise en place. Et cette section passe en revue comment les différentes demandes de financement seront mises en place. Elles vont se concentrer sur les communautés et comment nous allons nous assurer que certains risques clés qui doivent être traités au moment approprié ont été mitigés. Comme nous l'avons déjà dit, quand nous avons parlé de la question du paiement pour résultat, c'est là où ces paiements doivent être discutés. Et nous voulons que vous sachiez qu'il y a des questions, il n'y a pas de questions spécifiques, mais ici, il y a des arrangements et des risques qui doivent être également mis en avant dans les réponses de ces questions. Alors, les arrangements de mise en place, c'est un domaine très important pour des considérations de rentabilité qui sont liées à l'efficacité, en particulier de la mise en place. Ceci sera un domaine de clé pour le comité de révision et ils vont également passer en revue les résultats du cycle précédent, les coûts des programmes, les questions liées aux différents niveaux de développement, et puis aussi les ONG internationales. Voilà les principaux obstacles et challenges du cycle de financement précédent. Maintenant, les organisations communautaires. Nous savons que les CLO ou organisations communautaires sont les mieux placées pour atteindre les populations marginalisées, criminalisées, entre autres, ce qui, dans le contexte du VIH, représente 70% des nouvelles infections. Leur rôle est donc crucial pour mettre fin aux épidémies. Cette section est importante parce qu'elle permet au ICN de réfléchir sur le rôle qu'ils donnent aux organisations communautaires au moment de mettre en place les programmes. Et dans cette question, les demandeurs de financement doivent évaluer explicitement les coûts d'opportunité, la valeur du fait d'utiliser les organisations communautaires ou pas en faveur d'autres organisations dans certains arrangements. Et ils doivent également évaluer les obstacles qui empêchent la participation de ces organisations communautaires dans la mise en place et l'inclusion. Et finalement, nous avons les risques et la mitigation. L'approche concernant les questions des risques est un petit peu différente dans ce cycle et je tiens à le souligner. Seulement les 3 domaines de risque principal décrits ici sont évalués avec cette question. Le contexte de cela, c'est que les réponses dans le cycle précédent étaient soit trop longues ou soit c'était une liste de risques et c'était trop long et c'était pas vraiment utile. On ne pouvait pas le prioriser. Des fois, c'était trop limité et c'était pas non plus utile. Donc, l'idée maintenant est de nous concentrer sur un domaine de risque qui doit être considéré pendant le design des programmes. Cela veut dire que la seule manière de mitiger ces risques-là est de changer des éléments du design des programmes. Et donc, ceci doit être considéré bien à l'avance. Et on se concentre sur de ces zones de risque ou domaines de risque. Vous devez vous concentrer sur les risques qui ne sont pas inclus dans les autres points des formulaires. Et ceci nous mène à 3 domaines. Et seulement les 3 risques principaux sur les 9 risques possibles dans ces domaines doivent être considérés au moment de développer la demande. Les autres risques peuvent et doivent être identifiés, mais ils peuvent être discutés pendant la création de la subvention. Et avec cela, nous avons terminé la révision des formulaires. Maintenant, je passe la parole à Philippa pour qu'elle nous parle des formulaires concernant la conduction du programme. Before we go into the form itself, we just would like to Merci share. David. Avant de passer en revue le formulaire, je voudrais que vous regardiez cette diapo. Vous voyez tous les critères de première version donc pour les reconductions de programme. Alors,
Sachez que donc c'est toujours une première version, donc il faut toujours que ce soit encore approuvé par le comité d'approbation des subventions. Vous voyez ici que les critères incluent que les composants n'utilisent pas donc une reconduction de programme pendant ce cycle-ci. Et pour être éligible pour la reconduction de programme, on aura besoin aussi que la subvention et le programme aient démontré une bonne performance dans ce cycle actuel et qu'il y ait un seuil sur lequel on se met d'accord. Ensuite, si tous ces critères sont présents, eh bien, on verra s'il y a des besoins de changement. Et comme l'a dit David au départ, l'approche de candidature donc sera communiquée dans le dossier candidature. Alors, pourquoi parler de la reconduction de programme? Vous voyez ici les 6 sections avec le même la même idée donc ce qu'a présenté David pour l'examen complet. Donc, on va commencer par les demandes hiérarchisées. Alors, ici, vous voyez dans le tableau. Donc, c'est une version un peu plus réduite par rapport à la même version donc de l'examen complet. Il faut souligner vraiment ce qui est subventionné. Donc, il faut une réponse concise et encouragée. Il ne faut pas non plus donner toute l'information car nous continuons par rapport à la demande de financement précédente. Autre chose qui a été dit par David, pour l'examen, complet qui est valable ici, ça doit être la liste des activités au niveau des modules et pas différencier ici, forcément. Et on publiera aussi ce tableau dans un format horizontal. Ensuite, la reconduction de programme a les mêmes options pour compléter ou remplacer un tableau. Deuxième section sur les fonds de contrepartie, donc même chose que pour l'examen complet. Et c'est seulement dirigé vers les candidatures qui reçoivent ces fonds de contrepartie et ça doit être répété s'il y a plus donc d'un seul fonds de contrepartie chaque année. Donc il faut montrer comment ces fonds de contrepartie atteignent l'impact le plus élevé et comment donc toutes ces conditions sont rassemblées. Donc s'il y a eu des fonds de contrepartie de par le passé, ça doit aussi être décrit ici, l'impact. Et il y aura une séance dédiée en décembre pour parler justement des fonds de contrepartie en plus de détails. Troisième section, les changements spécifiques dans les contextes. On veut que ça soit vraiment simple pour que les candidats expliquent ce qui a changé. Si par exemple la composante est éligible pour cette reconduction de programme, eh bien, il n'y aura pas donc de changement, sinon les candidats utiliseraient l'examen complet. Alors, pour s'assurer qu'ici c'est la meilleure approche, les candidats doivent prendre en considération des contextes spécifiques, par exemple le contexte épidémiologique du pays ou les orientations normatives ou les approches techniques. Pour les instructions donc de reconduction de programme, il y a différents éléments à prendre en compte pour répondre à ces questions. Si après examen, la réponse est oui, il y a eu des changements significatifs par rapport au contexte, eh bien, les consignes soulignent les éléments qu'il faut inclure. Si d'un autre côté, la réponse est non, eh bien, les candidats peuvent juste écrire non et passer à la question suivante. Section suivante, justement, qu'est-ce qui n'a pas changé? Tous les candidats doivent répondre à cette question qui cherche à expliquer comment le programme continue à être pertinent. Nous savons qu'il y a des domaines clés comme par exemple les qualités, sur la santé, sur, le genre et cetera. Il n'y a pas eu autant de prévalence dans le cycle précédent, mais ce sera le cas pour la nouvelle stratégie de programme actuelle. Donc il faut, peut-être aussi, prendre en compte des contributions des partenaires techniques, ou de parties prenantes extérieures. Ensuite, on parle des axes, stratégiques, tout comme pour l'examen complet. Ces questions parlent d'alignement, stratégique par rapport au programme. L'hypothèse, c'est oui, le programme continue, mais peut-être qu'il y a déjà un alignement avec, des axes stratégiques, la nouvelle stratégie. Donc pour chaque domaine, dans cette section 5, on regarde s'il y a des, budgets, des arrangements de mise en œuvre et cetera qui doivent être adaptés
pour répondre aux objectifs de stratégie. Donc, on a besoin d'une réponse qui peut être simplement non ou en partie. Donc, on veut aussi que ce soit des réponses simples et qui soient très transparentes et qui démontrent l'alignement avec la stratégie. Ensuite, il y a aussi donc maximiser l'engagement et la stratégie, l'impact des communautés les plus affectées et maximiser donc l'équité en matière de santé, d'égalité de genre et des droits humains. Et donc, si ce n'est pas déjà adressé dans la subvention actuelle ou seulement partiellement, il faut donc résumer les efforts d'adaptation nécessaires dans ces domaines, entre autres pour la mise en œuvre. Comme David l'a dit pour l'examen complet, la préparation à la pandémie est essentielle. Nous voyons que c'est aussi important pour la prochaine stratégie. Et donc, certains programmes peuvent déjà inclure des éléments de préparation pandémie déjà à l'heure actuelle. Donc, si c'est déjà le cas ou partiellement, ça dépend du contexte, les éléments de réponse, c'est la même chose que pour les examens complets, mais encore une fois, la réponse est seulement nécessaire si c'est non ou en partie. Toujours pour les axes stratégiques, on a maintenant une question sur la pérennité. Donc, si vous répondez non, alors pas besoin d'avoir plus de réponses. Non, il n'y a pas de défi. Mais prenez en compte donc attentivement tous les éléments, les détails pour cette question. Tout est disponible dans les consignes. Si la réponse est oui, cependant, donc il y a des questions supplémentaires par rapport à l'impact donc des engagements de cofinancement. Ensuite, on a une question sur le cofinancement qui est identique par rapport à l'examen complet. Encore une fois, idéalement, c'est d'avoir une lettre d'engagement déjà au moment du dépôt, mais aussi les chiffres doivent se correspondre entre tous les documents soumis. Il y aura une séance dédiée que j'ai déjà évoquée, donc et David aussi, le 30 novembre. Je vous encourage vraiment à y assister pour avoir plus de détails sur ce sujet. Pour le formulaire toujours de reconduction de programme, nous avons aussi une question comme l'examen complet sur les éléments essentiels du programme. Et enfin, dernière section, c'est la mise en œuvre. Alors, l'approche de reconduction de programme, si elle est utilisée, on pense que donc les arrangements de mise en œuvre sont toujours efficaces pour les objectifs et pour les impacts prévus. Donc, pour le prochain cycle d'allocation, donc pour les récipiendaires principaux et les sous-récipiendaires, c'est la même chose. Les candidats doivent expliquer tout changement mineur qui doivent être mis en place, qui aurait un impact. Alors ici, il n'y a pas une liste de choses à prendre en compte, ça c'est une différence pour cette question, mais pour maximiser l'impact, nous recommandons de réviser les arrangements de mise en œuvre avec toujours cette perspective, c'est-à-dire optimisation des ressources. Ensuite, voilà, c'est tout. J'en ai fini avec le formulaire de reconduction de programme. C'était simple et ici, vous avez donc les échéances pour 2023, donc les dates de dépôt, de demande de financement et les réunions. Alors, recommandation, c'est toujours de planifier par anticipation. Alors, donc, c'est-à-dire beaucoup des subventions vont commencer au début de l'année 2023 et donc il faut compter 6 à 8 mois pour donc la subvention et ça dépend du contexte du pays. Donc il faut avoir du temps entre la signature et le début de la prochaine période, donc pour vraiment compléter cette préparation, la mise en œuvre, donc vérifier qu'on a contacté tous les récipiendaires et qu'on est tout prêt à travailler dès le premier jour de la subvention. Donc ça peut vraiment travailler sur celle-ci plusieurs mois avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Une nouvelle analyse. Ça aussi, ça doit être fait en avance. Les candidats ont vraiment démarré au quart de tour si tout est bien planifié avant la fin de l'année. Maintenant, je vais repasser la parole à David pour la séance questions-réponses. Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints aujourd'hui. Donc, nous passons à la phase questions-réponses. J'en ai vu plusieurs dans le chat. Je vais faire de mon mieux pour y répondre. Il y a aussi mon collègue qui sera là, c'est Smith, ma collègue, et d'autres collègues sûrement connaissez. Et donc, il y a des domaines d'expertise qui sont peut-être évoqués pour lesquels on ne pourra pas répondre aux questions aujourd'hui. Et donc, peut-être qu'on pourra y répondre aussi dans les écrits questions-réponses. En tout cas, nous ferons de notre mieux. Diapo suivante. Très bien. Première question. Dans le dernier cycle, il y avait une recommandation subtile de soumission donc du PAAR, donc avec un budget qui est environ 30% de l'allocation totale. Est-ce que c'est toujours une orientation pour ce cycle? Alors, je suis désolée si je ne réponds pas exactement à cette question, donc de demande de financement hiérarchisé au-delà de la somme allouée. Mais la réponse est oui. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez soumettre au moins un élément, mais ce qu'on espère, c'est qu'il y ait des interventions qui soient déjà approuvées par le CTEP. Et donc, comme quand il y a du financement supplémentaire disponible, eh bien, peut être justement utilisé. Lindsay, à vous? Oui, tout ce qu'a dit David est correct. L'attente de la part du Fonds mondial, c'est que cela soit bénéfique pour chaque candidat de réfléchir à l'avance par rapport aux contraintes donc de l'allocation, ce qui peut être financé. Si ce n'est pas financé, quelle serait la bonne hiérarchisation des investissements? À quoi ça ressemblerait? Et il faut surtout prendre en compte donc les tableaux des lacunes programmatiques, le financement, et cetera, toutes ces analyses, car déployer une intervention déjà existante qui est allouée, c'est un élément tout à fait important à inclure dans cette demande de financement hiérarchisé de la somme PAAR. Et donc, nous attendons à ce qu'il y ait ces des annexes. En tout cas, on ne doit pas avoir une demande complète. Le Fonds mondial n'aura pas le financement disponible, même s'il y avait des financements qui seraient disponibles pendant le cycle pour pouvoir répondre à toute la demande. Mais si on doit vous donner une orientation, oui, c'est environ 30% de l'allocation totale. Mais bon, c'est vraiment une orientation large, c'est pas un minimum, un maximum. On ne mesure pas en fonction de ces 30%. Le PAR doit inclure ces domaines d'importance hiérarchisée pour chaque pays, donc qui serait financé idéalement de manière supplémentaire s'il y avait un financement supplémentaire qui deviendrait disponible. Nous continuons avec la question numéro 2. Je vais donc la lire. Pour la société civile, est-ce que les 20 priorités doivent être établies pour chaque maladie ou bien est-ce qu'on parle de 20 priorités pour les 3 maladies? Alors, pour la société civile, donc les 20 priorités doivent être établies avec tous les investissements du Fonds mondial, c'est-à-dire les 3 maladies plus tous les investissements SRPS. Donc moi, la manière dont j'ai interprété la question, c'est dans l'annexe actuelle avec la demande de financement, est-ce que c'est 20 priorités pour toute la soumission au Fonds mondial? Et la réponse, c'est 20 priorités en lien avec la demande de financement. Par exemple, si on parle de tuberculose et VIH dans une demande de financement conjoint, les communautés, les sociétés civiles et leurs priorités auront toujours 20 priorités maximum, mais ça doit toujours être en lien avec donc le SRPS, mais aussi la tuberculose et le VIH. Et si c'est pour le paludisme, eh bien les 20 priorités pour la société civile et les autres, vraiment, ça peut être aussi pour 20 priorités pour le paludisme. Et donc, s'il y a au départ une demande de financement sur 3 maladies, ce sera 20 priorités pour ces 3 maladies. Merci. Question numéro 3. Est-ce qu'il y a une limitation de coût de gestion de programme recommandée? Je vais juste te poser la question directement, Lindsay, d'ailleurs, je l'ai juste lu. En fait,
Je crois qu'il y a un des collègues qui a répondu dans le chat et j'en étais heureuse car ce n'est pas mon domaine d'expertise, mais Sandra fait partie donc de l'équipe justement SRPS et elle a une expertise en qui concerne donc l'orientation des coûts de gestion et sa réponse qu'elle a laissée dans le chat, c'est que le Fonds mondial considère que 10% c'est un maximum en termes de coûts de gestion, mais le Fonds mondial apprécierait donc tout essai pour avoir des coûts de gestion inférieurs à 10%. Donc, il faut rechercher des synergies avec d'autres bailleurs de fonds et utiliser aussi des systèmes nationaux et aussi des maîtres d'œuvre là où c'est possible pour avoir donc des coûts de gestion aussi faibles que possible. Merci. Question numéro 4. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer encore une fois les critères utilisés pour identifier les composants de pays qui sont sélectionnés pour la reconduction de programme? Merci d'avoir remis la diapo, David. Alors, pour le comité d'approbation de subventions, c'est l'organe du Fonds mondial qui va approuver les critères que l'on va utiliser pour sélectionner quels sont les candidats à donc faire une demande de reconduction de programme. Cette discussion au sein du comité n'a pas encore eu lieu, donc le critère final pour la période 2023-2025 n'est pas encore établi. Mais pour faire clair, on va regarder ces 4 domaines que vous voyez sur l'écran. Donc, on va regarder si déjà les candidats ont utilisé une reconduction de programme pendant le cycle précédent, ce serait une exclusion, puisque si ça a été le cas, il faudra faire soit un examen complet ou un ou alors, nous allons regarder aussi la performance de la subvention du gouvernement national pour voir que on a bien dans une tendance pour atteindre un grand impact. Donc, si un programme a une bonne performance, eh bien, c'est une bonne logique pour que l'on puisse reconduire ce programme. Et donc, ensuite, il faut voir que dans nos politiques opérationnelles, nous avons donc un seuil matériel de 30%. Donc, s'il y a une allocation qui dépasse 30% ou en dessous de 30%, eh bien, cela nous va poser la question de savoir si ce programme existant peut être continué tel qu'il est ou s'il doit y avoir des changements matériels significatifs. Et s'il y a un changement matériel par rapport à l'allocation de financement pour ce programme, eh bien, nous pensons que peut-être la candidate doit développer plus un niveau peut-être que l'approche en tout cas de reconduction de programme n'est pas la bonne. Ensuite, en ce qui concerne les connaissances, donc l'équipe pays qui travaille avec les pays dans la mise en œuvre, voir s'ils ont déjà anticipé les choses, peut-être c'est dû à la situation de la réponse de COVID-19, peut-être qu'il y a eu un changement significatif au sein du gouvernement, une approche différente pour les programmes nationaux. Mais en tout cas, il pourrait y avoir d'autres motifs. Mais si un pays est en phase avec les autres critères et par rapport à ce qu'on perçoit sur le programme, on voit que ce ne sera pas facile de continuer le programme tel qu'il est. Ça aussi, ça nous posera question. Mais rien n'est absolu. Ce sera au cas par cas. À chaque fois qu'on a tous les critères sur lesquels on s'est mis d'accord au sein du comité, on va regarder une approche qui est plus du genre plutôt à s'arrêter avec donc une approche de couleur de feu tricolore. Donc, par exemple, ici, on est très proche d'atteindre ce critère et là, très loin. Et donc, avec cet aperçu général, le comité prendra la décision finale donc, sur les composantes pays qui sont invités à remplir donc le formulaire de reconduction de programme. Il y a une question dans le chat qui est liée à tout cela. Qu'en est-il si le pays a déjà donc utilisé la conduction de programme, il ne sera pas éligible? Oui, c'est une bonne question. Alors, c'était décidé par le comité stratégique du Fonds mondial qui a travaillé avec le comité technique d'examen et le secrétariat pour regarder les critères de différenciation et l'approche générale par rapport au terme de référence. Et donc, c'est le comité stratégique
qui a pris une décision en disant: «Oui, le comité technique d'examen doit donc faire une évaluation complète, détaillée des programmes, au moins un cycle sur 2». Et donc c'est pour cela qu'on est capable d'inviter les candidats à remplir donc une candidature de reconduction de programme, un cycle sur 2, voilà. Alors, oui, il y a une autre question en bas qui est liée à cette dernière question. Oui, nous sommes conscients que nous n'avons pas les sources finales de financement avec les allocations. Ça, c'est le board, le conseil d'administration qui devra prendre la décision fin de novembre. Donc, le Fonds mondial travaillera avec la méthodologie pour identifier les montants par pays. Mais l'idée générale, c'est que si nous n'avons pas des promesses qui nous placent au-delà de ce qui a été disponible dans le cycle dernier, ça veut dire qu'il y aura des fonds, peut-être moins de fonds disponibles. Et comme résultat de ce fait, peut-être on devra augmenter le montant articulé dans le PAAR, les demandes priorisées ou de la désallocation pour couvrir les écarts éventuels qui vont apparaître comme résultat de cela, comme par exemple des écarts ou des manques concernant les services qui sauvent des vies. Et s'il y a des écarts, ceci ne sera priorisé dans l'allocation. Et donc, si ceci ne trouve pas sa place dans l'allocation, cela va le trouver dans le PAAR. I'm not seeing any new. Je ne vois plus de questions. Je ne vois pas de nouvelles questions, mais je n'ai pas accès au chat en même temps. Alors, veuillez vérifier à ma place. Oui, je pense qu'il y avait une question aussi autour du cofinancement. Je pense que mes collègues y ont répondu dans le chat pour dire qu'il y a des conditions de cofinancement spécifiques pour chaque pays qui sont établies pour chaque période d'allocation et sont communiquées justement dans la lettre d'allocation. Mais le principe général, c'est que les conditions du Fonds mondial liées au cofinancement exigent que les demandeurs de financement augmentent la quantité de financement qu'ils promettent à leur réponse nationale dans chaque période consécutive. Et ensuite, il y a une proportion de financement qui est communiquée spécifiquement, qui est liée au cofinancement et aux cibles sensibles. Et le pourcentage change d'un pays à l'autre et ceci est de nouveau communiqué dans la lettre d'allocation. Oui, nous avons une nouvelle une question qui vient d'arriver. Pourquoi? La plupart du temps, les demandes concernent la tuberculose, le VIH et les RPS, et à part pour le paludisme. Eh bien, ces demandes conjointes, c'est parce que nous encourageons l'intégration, mais non seulement l'intégration sur le papier. Nous voulons vraiment mettre l'accent sur le fait que l'idée, c'est d'encourager l'intégration dans les approches des programmes. Et il y a beaucoup de synergie entre les programmes pour le VIH et la tuberculose qui souvent ne sont pas tellement liés au paludisme parce que la co-infection entre le VIH et la tuberculose est assez prévalente et nous n'avons pas le même scénario de co-infection avec le paludisme dans la plupart de ces contextes pays. Cela dit, nous avons plusieurs exemples qui montrent que nous avons des financements intégrés qui incluent les trois maladies et les systèmes de santé en même temps. Donc, sans aucun doute, le Fonds mondial a déjà constaté cela, a encouragé ceci, mais nous voulons également continuer à encourager les demandeurs de financement pour essayer de trouver des opportunités qui créent des synergies, c'est-à-dire pour essayer de voir où sont les opportunités d'intégration entre les trois maladies. Par exemple, par rapport aux professionnels de santé communautaires, nous aimerions voir davantage d'intentionnalité pour essayer de voir comment le fait de mettre en place un programme pour les professionnels de la santé communautaire pourrait couvrir les trois maladies et pour que tout ceci soit encore plus efficace. D'accord. Oui, nous avons une autre question. La question numéro 7. Dans ce climat actuel,
le cofinancement accru peut être réellement difficile. Est-ce réaliste de considérer ceci, surtout dans les pays à faible revenu? Effectivement, nous sommes bien conscients de l'atmosphère économique mondiale dans laquelle nous nous trouvons. Nous voyons qu'il y a des changements dans les taux d'échange qui ont un impact énorme sur le financement que le Fonds mondial a disponible et sur les financements disponibles pour les différents pays. Nous voyons également que le prix des produits sanitaires augmente aussi. Donc, avec le même argent, nous avons un moindre pouvoir d'achat. Puis la pandémie, la réponse à la pandémie, tout ceci a eu des conséquences négatives dans beaucoup d'économies au niveau mondial. Donc, nous sommes bien conscients de ces circonstances. Nous savons bien que beaucoup des pays exécutants du Fonds mondial doivent faire face à ces difficultés. Dans la plupart du cas, nous sommes conscients de ces difficultés. Le constat est là. Par rapport au fait de savoir si c'est réaliste ou pas, eh bien, nous avons une politique qui consiste à continuer à regarder comment nous mettons en place cette politique de la manière la plus logique possible, mais d'une manière cohérente aussi. Il y a toujours des circonstances occasionnelles qui n'ont pas été considérées dans la politique, mais ceci est vraiment rare. Nous préférons en fait travailler avec les pays au cas par cas pour qu'ils puissent garantir le financement nécessaire pour soutenir leur programme sanitaire, non seulement pour le Fonds mondial. Alors, une question numéro 8. Pouvez-vous, s'il vous plaît, clarifier les 20 priorités pour les organisations de la société civile? Est-ce que c'est un nombre maximum ou minimum? Merci, je pense que je vais y répondre moi-même. Je suis Gilles et je travaille dans le département des droits et nous assemblées complémentaires dans le Fonds mondial. Oui, alors, c'est un chiffre maximum et je vais expliquer un peu pourquoi ceci en est ainsi. Il s'agit en fait d'une recommandation. C'est ce que nous avons entendu dans le cadre de consultations avec les communautés. Et c'est ce que les communautés nous ont dit dans le cadre de de ce cycle de financement aussi. Et comme ceci a été expliqué par mes collègues précédemment, l'objectif est vraiment de faire en sorte que les communautés puissent se mettre d'accord autour des points essentiels au niveau des programmes. Vous avez vu ça dans le pack des demandes, les matériels pour les demandes. Et il s'agit vraiment de 20 priorités au maximum par demande de financement. Et le but, c'est que les communautés se mettent d'accord sur ce qu'ils devraient absolument avoir dans cette demande. Enfin, 20, ce n'est pas l'objectif. Comme je dis, c'est le maximum. Cela ne veut pas dire que les priorités soulignées par les communautés feront partie de la demande finale, mais nous voulons savoir ce que vous proposez en tant que communauté. Après, on va voir si ceci a été inclus ou pas, parce que c'est une information vraiment très utile pour nous lorsque nous analysons les écarts, les manques. Donc, c'est un maximum, ce n'est pas un objectif. Vous ne devez pas absolument arriver à 20 priorités parce que ce que nous voulons faire avec ça, comme vous nous l'avez dit, c'est de vous aider à vous asseoir à la table de l'ICN et quand le moment de négocier ce qui est inclus dans la demande finale, eh bien, ceci devrait vous permettre de dire, voilà, ça, c'est nos priorités qui doivent absolument être là. Donc, 20, c'est le maximum, mais ce n'est pas non plus l'objectif que vous devez atteindre. Merci, Gilles. Très utile. Alors, question numéro 9. Y a-t-il une règle ou une proposition concernant la proportion de financement du Fonds mondial qui doit donc être allouée à l'achat de produits par rapport à la mise en place du programme? Oui, comme on l'a déjà dit, les services qui sauvent des vies, vraiment, c'est ce sur quoi le Fonds mondial s'est concentré dans le passé et ceci a fait l'objet de subventions très importantes. Si nous regardons les recommandations globales, je dirais qu'il n'y a pas un nombre spécifique et je vois que notre collègue a répondu dans le chat que ceci dépend de chaque pays. Cependant, le fait que ces produits dépendent complètement des financements des donateurs, des bailleurs de fonds, n'est pas non plus idéal. Si les médicaments de première ligne ou deuxième ligne sont financés par le Fonds mondial dans un pays spécifique, eh bien, en fait, nous travaillons tous pour les objectifs de développement durable, pour pouvoir atteindre nos objectifs en 2030.
Et donc, lorsque nous travaillons avec nos partenaires exécutants dans les différents pays, nous devons expliquer vraiment qu'il est très important que les programmes nationaux prennent en charge ces médicaments de première ligne et deuxième ligne lorsque ceci est possible. Et donc, nous devons tous essayer de travailler à cette approche durable pour que ceci soit encore viable sur le long terme. Nous avons reçu une autre question concernant les annexes. Est-ce que les annexes pour la reconduction du programme et pour l'examen complet sont les mêmes ou est-ce que les annexes requis sont différents dans le cas de la reconduction des programmes? Philippe, c'est vous qui avez présenté les annexes. Voulez-vous répondre à cette question? Oui, les annexes seront les mêmes pour les deux démarches de demande, en fait. Et ceci est disponible dans les diapositives. Donc, les annexes sont les mêmes pour les demandes d'examen complet ou de reconduction du programme. Les mêmes annexes. Oui, et si vous nous rejoignez de nouveau dans la session concernant les portefeuilles, vous allez voir que dans ce cas-là, les annexes sont différentes, mais dans ces deux cas-là, les annexes sont bien les mêmes. D'accord, nous allons voir si nous avons d'autres questions. Y a-t-il de nouvelles questions dans le chat? D'accord, eh bien, je vais maintenant montrer notre diapositive finale. C'est tout simplement pour partager avec vous notre email. Si vous avez de nouvelles questions, n'hésitez pas à nous écrire un email et nous pourrons également, donc, nous vous encourageons à avoir ces conversations avec votre équipe pays. Et voilà, merci beaucoup pour avoir participé à cette session aujourd'hui. Et je vous rappelle que certaines des questions qui ont été posées aujourd'hui pourront être incluses dans la liste de questions fréquemment posées. L'enregistrement de cette session sera bientôt disponible sur iLearn et les diapositives également. Elles seront disponibles bientôt. Vous pourrez les télécharger bientôt. Sur cela, voilà, merci. Nous vous remercions de votre participation et nous espérons vous revoir dans les prochaines sessions que nous avons déjà mentionnées aujourd'hui. Merci et bonne continuation. Merci. Au revoir.